Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, merci pour cette invitation à participer à ces échanges autour des changements d'échelle ou de la question des échelles. Et pour ma part, je vais essayer d'évoquer cette thématique à partir du phénomène du big data. Comme ça a été dit, vous l'avez déjà un peu abordé dans la perspective notamment des lettres et des réflexions sur les effets de zoom que permettaient ces nouvelles peut-être approches des données. Je vais vous proposer peut-être une autre manière de réfléchir à ces questions-là en essayant de voir comment à la fois elles ont peut-être amené ou elles sont en train d'amener des changements dans la manière même d'envisager la connaissance peut-être, mais aussi toute une série de questions et d'enjeux qu'elles peuvent poser pour la société. Donc c'est aussi une lecture à la fois de l'effet peut-être pour la recherche, mais aussi pour la société que je vous invite à faire comme démarche aujourd'hui. Et comment dire, voici le menu d'une certaine manière. Les différentes étapes que je vous propose de suivre ensemble, avec pour commencer une petite introduction sur le big data, mais son émergence en tant que phénomène, à quel moment il est apparu, à quelles conditions, dans quel contexte. Et je pense que c'est important, même si c'est une histoire assez récente, de penser ces moments-là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ça n'est pas arrivé peut-être par hasard, et peut-être aussi que la manière que nous avons d'envisager aujourd'hui le big data porte les stigmates de cette époque-là, d'une manière positive ou négative, j'y reviendrai. Dans un deuxième temps, c'est la question de la connaissance qui serait dérivée de cette exploitation à grande échelle des données que je me propose de regarder avec vous, de manière très concrète. Qu'est-ce que ça change que d'avoir autant d'informations, autant de données, comment on peut se reposer un certain nombre de questions, où on pourrait même se dire à quel point les modes traditionnels de faire une investigation par rapport au monde ne sont pas bousculés, voire mis à mal par ces nouvelles propositions, ces nouvelles promesses autour du big data. Ensuite, on essayera de se poser la question du big data au prisme des échelles, de voir comment le big data pose des questions d'échelle, pas simplement uniquement en termes de volume de données. C'est bien évidemment la première chose qui nous vient à l'esprit. Dans big data, il y a big, il y a data, donc on imagine qu'il y a un phénomène de taille, hein, mais ce que j'aimerais ici évoquer, c'est d'autres niveaux peut-être, d'autres échelles qui déploient aussi leurs effets à travers cette masse de données. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, dans un deuxième temps, mais qui moi me paraît aussi très important, c'est de voir peut-être, dans une vision peut-être un peu plus contemporaine du big data, comment il a aussi permis ou il a autorisé un certain nombre de développements, notamment autour du machine learning, comment l'exploitation de ces données-là, la manière de le faire est peut-être en train de changer notre manière de penser l'intelligence artificielle, mais aussi de penser la capacité d'utiliser le big data dans nos sociétés, et ça soulève un certain nombre de questions, ce qui sera l'objet du point suivant, le retour sur le petit, c'est-à-dire quand le big data vient dans nos vies d'une certaine manière, quand il apparaît dans notre quotidien, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux autour de ces questions-là. Voilà typiquement le genre d'interrogation que j'aimerais aborder avec vous. Et pour finir, en guise de conclusion, mais là vous verrez ce sera plutôt une question d'ouverture, j'aimerais aussi pouvoir discuter avec vous, et ce sera l'objet sans doute des échanges que nous aurons tout à l'heure, sur comment le big data nous contraint presque à repenser justement la question des échelles, comment ces utilisations des données massives d'une certaine manière, sort de leurs usages purement d'exploitation commerciale ou scientifique, mais nous interpellent peut-être, nous, et nous interpelleront encore plus, nous, en tant que citoyens utilisateurs à l'avenir. Donc voilà, le menu, il est assez copieux, mais on va commencer, j'allais dire, assez simplement, en essayant d'identifier, comme je le disais tout à l'heure, un peu la question de l'origine du big data. Alors, il faut aussi dire tout de suite que l'exploitation de larges bases de données n'a pas attendu ni Internet ni le web pour exister. C'est des histoires anciennes. On pourrait faire ici, et j'y reviendrai dans quelques instants, mais toute l'histoire de la statistique et de voir comment, notamment les États, mais aussi se sont intéressés à la mise en données d'un certain nombre d'informations et que ça participe notamment du développement de la conception de l'État autour du XIXe siècle, que cette exploitation à grande échelle des données n'est pas nouvelle. Et j'allais dire, rien ne s'est passé autour de 2005, 2008, 2010 de si différent que ce qui existait auparavant
la plupart des données exploitées étaient déjà présentes, mais tout d'un coup, il y a une prise de conscience. On pourrait l'appeler ça, de manière un peu rapide, ça comme ça. Une prise de conscience de l'existence de cette masse d'informations. D'ailleurs, elle n'est pas perçue tout de suite comme une opportunité. On va parler à l'époque, alors quand je dis à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, hein, on va parler de tsunami informationnel. Des gens vont développer le concept d'infobésité pour parler de ce rapport complexe et difficile que l'on peut avoir, non pas avec l'information, mais avec la surabondance d'informations. Que faire de toutes ces informations? Et que ce soit à l'échelle des organisations, des individus, mais plus des entreprises, tout d'un coup, on découvre cette masse générée quasi automatiquement de données, et qu'est-ce qu'il faut en faire? Et ce n'est pas si évident que ça, en tout cas, que ces données avaient de la valeur pour elles-mêmes. Parce que l'on ne parle pas forcément de valeurs qui sont associées à des services. On peut parler de données qui sont, je ne sais pas, les logs de la manière de s'inscrire sur un réseau social, ou la manière d'utiliser son téléphone portable, ou des traces des fois très éphémères de likes, ou de tweets ou de retweets. En fait, à l'époque, ce n'était pas encore ça, mais disons, ces micro-phénomènes-là aussi qui sont considérés comme des données, mais dont les usages à grande échelle ne sont pas du tout encore pensés, et encore moins forcément la valeur. Alors bien évidemment, dans le domaine scientifique, il y a toute une série de projets à grande échelle qui ont déjà réfléchi à ces questions-là, autour du génome, tentative aussi de développer des formes collaboratives qui vont permettre justement d'exploiter à grande échelle ces données-là. Mais ce qui se passe en 2005, on est quelques années après le bourgeonnement du Web 2.0, hein, comme on l'a appelé, ou du Web social, c'est que il y a énormément de nouveaux endroits qui commencent, d'une certaine manière, à générer énormément d'informations. Ce n'est plus les prérogatives des scientifiques, ce n'est plus les prérogatives des centres de recherche, des centres d'observation de la société, mais c'est quasiment tous les dispositifs techniques qui, de par leur fonctionnement, participent à construire quelque chose qui est perçu comme une denrée, comme je l'ai dit, peut-être compliquée au départ, mais qui très vite, on va se demander quelle est la valeur d'exploitation. Et ne serait-ce que pour savoir s'il faut la garder ou pas. On imagine, si vous imaginez un réseau social comme Facebook, en vérité, une manière de se représenter un réseau social comme Facebook, c'est de penser à une espèce de catacombe informationnelle. C'est des tétraoctets de données qui dorment sur des serveurs d'usage qui ont été faits il y a quelques mois, ou des fois même quelques années, et pour eux se pose la question, que faire de ces données-là? Est-ce qu'on peut les supprimer, au risque de mécontenter les utilisateurs? Mais si on les garde, quelle est la fonction? Alors que c'est un coût qui est très important en termes de maintenance, ne serait-ce que des serveurs, de l'entretien, ça consomme énormément d'énergie. Donc que faire de ces informations? Est-ce qu'il y a un moyen de les valoriser? Comment on peut les associer à d'autres informations? Que faire, en fait, de cette masse d'informations? Et donc, ce que l'on voit, et ce que j'ai un peu illustré un peu rapidement ici entre 2008 et 2011, c'est notamment dans les médias, tout le débat qui va avoir lieu autour de la reconnaissance de cette masse d'informations, mais aussi les questionnements par rapport à la valeur que ça peut avoir pour la recherche, pour l'économie en général, aussi, et même avec cette question-là dans le magazine Popular Science, du pouvoir qui va avec. On voit aussi apparaître ce questionnement à avoir beaucoup d'informations. Est-ce que c'est avoir du pouvoir? Et c'est d'avoir du pouvoir sur qui? Comment? Voilà le type de question. Encore, hein, je le répète, elle n'apparaît pas à ce moment-là, mais elle devient, on pourrait le dire ici en l'occurrence, très populaire à ce moment-là, avec aussi la question du partage, de la mutualisation, mais aussi de la préservation de ces données. Si ces données participent justement de quelque chose qui pourrait avoir de la valeur, est-ce que c'est aussi facile que ça de les mutualiser? Est-ce que c'est si spontané? Est-ce que tout le monde va le faire? Est-ce qu'il faut réfléchir à ces questions-là? Une autre manière d'incarner un peu cette prise de conscience, elle nous vient alors d'un univers qui est un petit peu loin peut-être de l'univers du monde académique, mais qui est l'univers des consultants qui vont d'une certaine manière mettre en musique pour leur activité de conseil, justement l'opérationnalisation, l'utilisation de ces informations. Et là, alors, ce qui apparaît, c'est tout un travail sémantique, enfin métaphorique, comment rendre visible la valeur de ces données. Alors, on va parler notamment avec cette formule « data is the new oil ». Cette idée qu'en définitive, il s'agit de gisements de données.
et qu'il faudrait les envisager comme l'exploitation qui a été faite d'autres matières premières pour en comprendre la potentielle valeur, imaginer toute une économie qui serait rendue possible, rendue activable, parce que vous avez la capacité de capter, pomper, récupérer ces informations et de les injecter dans des services, dans des prestations, même dans des dispositifs techniques. Donc ce qui est assez intéressant, c'est une tentative, alors qu'il y a pas mal de limites, hein, mais une tentative de dire d'une certaine manière, ne loupez pas le virage de cette nouvelle économie, ayez conscience des gisements de données auxquels vous avez accès. On va parler typiquement, par exemple, de lacs d'informations ou de lacs de données à l'intérieur des organisations. Et donc, il y a toute une nouvelle géographie, on pourrait dire, qui apparaît. Alors, ce n'est pas forcément une échelle, mais autour de ces métaphores, il y a une autre manière d'envisager les données comme justement une espèce de ressource brute qui mériterait transformation, mais dont on pourrait extraire une valeur. Et pour ça, il faut justement être bien positionné sur ces gisements, les identifier et être capable de faire fonctionner ce magnifique forage à données, qui est aussi une manière d'illustrer l'importance des gisements. Comme je disais tout à l'heure, avec cette prise de conscience, je me suis amusé cet après-midi, simplement, il y a un site internet qui permet de le faire, d'activer des compteurs pendant 30 secondes sur Facebook et sur YouTube. En 30 secondes, c'est 1 380 000 vidéos qui ont été vues, c'est 200 heures de vidéos en 30 secondes qui ont été téléchargées sur YouTube, c'est 69 000 heures de vidéos qui ont été regardées pendant ces 30 secondes. Si on additionne tout le nombre de personnes qui ont passé ces 30 secondes à regarder des vidéos, etc., etc., et ça, c'est en 30 secondes. Donc, bon, ça, c'est en 2018, mais c'est déjà fort et présent à ce moment-là. De la même manière, par rapport à Facebook, pendant le même laps de temps, en 30 secondes, il y a 1 541 000 likes qui ont été générés, il y a 119 000 photos qui ont été créées, 49 000 amis qui ont été, demandes d'amis qui ont été générées, etc., etc. Avec cet exemple-là, alors bien sûr, il y a sûrement d'autres réseaux sociaux qui sont plus populaires et qui fonctionnent encore mieux que ça. Avec cet exemple-là, c'est simplement une illustration d'un certain nombre de dimensions de propriété, si je puis dire, plutôt de cette forme de gisement. C'est cette idée que c'est quelque chose qui croît et c'est un gisement qui est dynamique, qui est potentiellement infini, on pourrait dire. C'est tout un débat de savoir si c'est véritablement une matière première à ce moment-là, et est-ce qu'on ne se trompe pas en l'associant à une matière première, ou est-ce qu'on ne commet pas aussi des dégâts collatéraux si on pense que les autres matières premières sont comme les données. Mais ça veut dire aussi qu'elles sont sans cesse en train de se renouveler et qu'il y a des enjeux quant à être capable de capter les dernières boutures ou les évolutions les plus récentes. Ça pose aussi la question des échelles, parce que les chiffres que je vous ai donnés montrent bien que plus aucun humain, plus aucun expert n'est capable de se représenter concrètement qu'est-ce que ça veut dire que de télécharger 200 heures de vidéo toutes les 30 secondes. Les gérants de cette plateforme-là doivent développer des outils qui sont en capacité de gérer ces flux, de les rendre accessibles à d'autres personnes, et donc ils doivent aussi développer des outils capables d'exploiter l'ensemble de ces informations qui apparaissent comme nourrissant leur base de données. Alors, au-delà de la question de la métaphore, et ça je retourne peut-être plutôt dans les années 2008-2010, va se poser la question de la définition, parce que qu'est-ce que c'est que le big data, hein? Là on en parle comme si c'était quelque chose d'établi, et force est de constater qu'il n'y a pas une définition définitive du big data, en tout cas à l'époque. Là aussi, c'est un cabinet de consultants qui, en 2011, tente une définition du big data. Alors, je ne veux pas lire toute mais simplement, insister sur quelques points. La définition, c'est un dataset whose size is beyond the ability of a typical database. Donc en vérité, ça ne veut rien dire. C'est un jeu de données qui est plus important que ce qui est communément appelé la taille commune d'un jeu de données.
Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est que la définition même du big data, elle-même, elle est en constante évolution. Et que peut-être que ce que nous appelons big data aujourd'hui seront plus qualifiés comme tels dans quelques années. Et inversement, on sait typiquement que pour toute l'activité humaine dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces millions de views sur YouTube ou sur ces millions de likes sur les réseaux sociaux, on sait déjà que ça, c'est une partie infime, en fait, de l'ensemble des données que nous générons en tant que société. Le trafic aérien, les capteurs, j'allais dire, dans l'infrastructure des villes ou des routes, génèrent beaucoup plus d'informations, et c'est quelque chose qui va être appelé à se développer avec l'Internet des objets, dont on nous parle souvent maintenant, mais ça veut dire que la capacité de nourrir, entre guillemets, en données, le stock des informations disponibles est annoncé comme quelque chose qui va exploser véritablement. Et donc, c'est plus vraiment uniquement à l'échelle de nos activités humaines, hein, contrairement à ce que vous pouvez laisser penser les exemples que je donnais jusqu'à maintenant, que cette progression de la taille de ce que l'on appelle le big data va devoir être mesurée. Donc, simplement pour dire que c'est assez intéressant d'avoir une définition qui est à ce point-là flexible, qui n'est pas, c'est pas une définition normée une fois pour toutes. Et on voit bien qu'on est plutôt dans la description d'un phénomène que véritablement l'attribution d'une manière normative de quelque chose qui appartiendrait ou pas à la catégorie de big data. Alors, cela étant dit, bien évidemment, il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qu'on pourrait dire qui étaient notamment au cœur des préoccupations des chercheurs à ce moment-là sur le traitement de ces informations. Pourquoi et des intérêts qu'elles pouvaient susciter d'un point de vue presque de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée. C'est un ensemble, hein, il y en a d'autres, mais voilà un ensemble d'éléments qui ont souvent été mis en avant pour caractériser les propriétés, on pourrait dire, des données du big data, ou en tout cas le type de challenge technique que devaient faire les gens qui voulaient développer des solutions pour le big data. Alors quelles sont-elles? Vous les voyez ici. Le premier, c'est Data at Rest, c'est ce que j'évoquais par rapport aux catacombes informationnelles de Facebook, c'est cette idée que ces gisements existent, nous n'arrêtons pas de les nourrir avec de nouvelles données et qu'il s'agit d'être en capacité d'exploiter ces données existantes. Et puis le deuxième point, c'est la velocity, c'est le fait que, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, il y a sans cesse des nouvelles données qui arrivent. C'est en temps réel, c'est permanent, que le paysage des données accessibles évolue constamment. Et donc, ça impose non seulement des capacités de traitement à grande échelle, mais ça pose la question de la réactivité du traitement de ces informations. Si vous faites ça tous les 6 mois ou toutes les années, en définitive, vous êtes bien loin peut-être de spécificité d'une partie du big data qui est cette capacité de tracer de manière assez précise ou à un temps assez étroit ou ramené à peu de choses, l'évolution de ces données. Et aussi, c'est des bases de données qui changent en permanence. Elles ne sont pas stabilisées une fois pour toutes. Ce qui est quand même elles ne sont pas stabilisées, leur contenu évolue en permanence, ce qui pose aussi des contraintes sur la manière, justement, de les stocker, parce qu'il faut être capable de prévoir, justement, cette volatilité des contenus numériques. Le troisième point, c'est la variété, on pourrait dire l'hétérogénéité, parce que le big data, pour porter ses fruits d'une certaine manière, il doit être en capacité de combiner des données d'origine très diverses, de formats qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont été produits dans des conditions différentes, par des plateformes numériques différentes, soit qui sont le fruit d'une interaction avec un humain, soit qui ont été produits automatiquement, etc., etc. Et souvent, l'information intéressante, elle est à l'intersection ou à la capacité de pouvoir combiner ces informations et donc de ne pas rester dans un dataset, dans un ensemble de données qui aurait été formalisé, nettoyé, polissé, mais au contraire d'avoir des données qui sont hétérogènes. Comment faire cela? Et on sait bien que l'histoire des bases de données a souvent été plutôt un travail de nettoyage et d'affinage et de formatage, justement. Et donc là, on se retrouve dans des données, alors, entre guillemets, à l'état sauvage, mais en tout cas où il y a une diversité qu'il faut prendre comme telle et être capable de faire communiquer ces données-là sans forcément en écraser les spécificités. Et puis, le dernier point, le dernier point, il y en a encore d'autres, hein, parce qu'on pourrait rajouter la valeur, l'argent, mais le point suivant, c'est la veracity,
c'est qu'en définitive, c'est bien de capter énormément d'informations, c'est bien d'avoir la capacité de les stocker, de les traiter en temps quasi réel, d'agréger des données qui viennent de sources différentes, mais en définitive, comment êtes-vous en capacité d'en valider la pertinence, l'exactitude, pour être plus précis? Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si évident que ça, parce que la multiplication des points de collecte de données ne sont pas forcément une capacité à pouvoir contrôler la qualité de chaque prélèvement. Alors ça permet peut-être de faire d'autres opérations, et j'y reviendrai, sur la manière dont le big data essaie de contourner ce problème-là, mais en définitive, il n'y a personne qui a les moyens de savoir ce qui se passe derrière chacune des collectes de données, comment détecter des données qui ont été produites par erreur, ou volontairement ou involontairement, des données qui sont corrompues, etc., etc. À partir du moment, comme dans l'exemple précédent, ce qui était intéressant, c'est de mélanger des données qui sont elles-mêmes hétérogènes. Alors, ces questions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas si... cette question-là, cet état de la situation-là est assez original, on va dire, mais bien évidemment, comme je le disais en préambule, ce n'est pas quelque chose qui est véritablement une surprise, on pourrait dire, ce rapport sur l'exploitation des grandes masses d'informations. C'est presque, et là je le dis de manière un peu raccourcie et que je m'en excuse, mais c'est presque aussi une histoire des sciences sociales et de la sociologie, parce que si vous regardez les premières personnes qui se sont... qui ont inventé le métier de sociologue, eux, ils se sont posé la question de quels étaient les rapports entre les activités des humains, la manière de les interroger, de les observer, comment on pouvait extraire, en fait, de cette diversité des comportements, des informations qu'on pouvait mutualiser, stocker et être en capacité d'analyser. Ce qui a peut-être changé, c'est pour ça que j'essaie de rappeler là, c'est peut-être les échelles temporelles. En tout cas, c'est une des lignes de force, c'est que alors je fais ici un petit détour historique, on reviendra sur le big data dans quelques instants, mais si on considère justement ces moments un peu séminaux pour la sociologie, la fin du 19e avec Max Weber, Emile Durkheim, ce qui les intéresse, c'est des phénomènes sociétaux on pourrait dire, de longue durée, c'est-à-dire comment se développent les familles, comment la question de la religion, la question du suicide. C'est des temporalités assez longues sur le temps long, justement, du développement d'une société. Mais pour ce faire, ils vont inventer toute une série d'outils statistiques, donc je ne peux pas refaire ici, je n'aurai pas la capacité, mais aussi, ce serait trop long de faire une histoire, et je renvoie ici à l'ouvrage d'Alain de Rosière, La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique, qui est paru en 93 et réédité en 2000, qui fait cette histoire-là de l'invention de la statistique et du rapport qu'il a eu très fortement avec la création presque d'une certaine manière de penser la société, ou de penser en tout cas l'État moderne. Les statistiques permettaient un certain nombre d'opérations, mais aussi de visualisation de la population, de comprendre ce qui se passait, de prendre des décisions. Et donc il y a toute une histoire assez fascinante et alambiquée de l'invention des outils de traçabilité, on pourrait dire, de ce que constitue une société, et parallèlement à ça, la manière dont la société va intégrer dans sa manière même de s'envisager elle-même ces outils, en disant bah oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai qu'il faut réagir, il faut peut-être des nouvelles politiques par rapport à tel ou tel phénomène que l'on peut décrypter de cette manière-là. Alors, je n'ai pas les moyens ici de faire ces développements-là, mais qui sont assez fascinants, mais qui vont être très utiles à garder à l'esprit pour ce que on va voir par la suite, c'est de se poser la question à quel point les métriques que nous utilisons pour décrypter notre société, en définitive, ne participent-ils pas, ces moyens-là, à la transformer elle-même ? Est-ce que vraiment, il n'y a pas une influence, une coproduction des outils pour observer la société et de la manière de l'envisager ? On y reviendra peut-être à la fin de cet exposé. Dans les années 30, alors c'est pour faire entre guillemets une petite accélération, mais on va voir aussi autour des sciences sociales la question de l'opinion publique, qui est déjà une notion qui va se déployer souvent sur quelques années et non pas sur des décennies. C'est des interrogations à plus courte échéance, et on verra aussi apparaître les premières études de marché, on verra plus tard apparaître les enquêtes téléphoniques, toute une manière le sondage d'opinion, toute une manière de demander l'avis des gens en essayant de les insérer peut-être dans un cadre temporel qui est celui des mois ou des années à venir.
Et pourquoi je fais ce petit rappel qui est bien évidemment beaucoup trop rapide? C'est pour montrer que justement, un des enjeux essentiels du big data, c'est la reconfiguration de ces temporalités, du rapport entre le développement d'outils d'analyse, la capacité d'en tirer un certain nombre d'informations, de les exploiter et puis d'agir peut-être, qui passe simplement d'un cadre temporel de quelques années ou de quelques mois à une espèce de surgissement, on pourrait dire, c'est un terme qui est un peu fort, mais non pas du récent quasiment, mais du quasi présent, avec des concepts un peu flous, comme les possibilités de faire éventuellement une sociologie en temps réel, de dire est-ce qu'il est capable de capter la société telle qui, pour reprendre le terme de Baudelaire, mais qu'il n'utilisait pas du tout dans ce contexte-là, la société est en train de se faire. Est-ce que, tout d'un coup, on n'a pas des nouveaux outils pour comprendre ce qui est en train de se déployer sous nos yeux et que, plutôt que d'avoir cette latence ou cette réflexion, on pourrait quasiment observer in vivo la société. On va voir apparaître typiquement des concepts, des idées comme celle du social listening, où d'une certaine manière, on va plus être à l'écoute, au sens propre, d'un buzz, d'une viralité de ce qui se passe, que dans l'analyse. Mais on comprend bien que de passer de ces analyses à l'écoute, il y a des enjeux, épistémologiques. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on est toujours en train de faire de la recherche? Est-ce que l'on est en train de faire autre chose que d'écouter la société? Qu'est-ce que cela change? Et c'est un peu le point que j'aimerais pouvoir aborder maintenant. Alors, pour aborder le point suivant, il faut peut-être revenir rapidement, avant de donner un exemple, justement ce que permet le big data. Je vous ai donné un peu les caractéristiques initiales, mais il y a une promesse du big data qui est assez extraordinaire, qui serait presque, en tout cas au moment où elle est formulée, maintenant ça a peut-être un peu changé, mais la possibilité d'observer le monde à l'échelle 1-1. La société est en train de se faire, ce qui est en train de se passer, tel que c'est en train de se déployer. Et ce qui est intéressant, c'est que le big data va apporter dans sa conception un certain nombre de réponses à des problèmes ou des objections qui peuvent lui être faits par rapport à la taille et l'hétérogénéité des données. Un des paris que fait le big data, c'est que la masse des informations, leur diversité, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Pourquoi? Parce que même si vous avez des données qui sont fausses ou qui paraissent corrompues, etc., si elles sont noyées dans la masse de données intéressantes, pertinentes, en définitive, ces erreurs ne seront pas importantes. Pourquoi? Parce qu'on va changer d'échelle. On passe d'une logique de sondage, d'échantillonnage, à une logique, ou à une prétention, on pourrait dire aussi, à l'exhaustivité. Qu'en définitive, ce n'est plus la question, si vous faites une étude sur la manière dont les gens utilisent leur téléphone portable, vous pouvez demander à 10 personnes dans la salle, dire mais quand est-ce que vous l'allumez, voilà, combien vous l'utilisez par jour. Maintenant, on a des applications pour voir le nombre d'heures. Et j'ai vu que la semaine dernière, cette semaine, j'ai augmenté de 635% mon temps passé sur mon téléphone portable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, et je pourrais dire ça à un enquêteur. Et puis, bien évidemment, si vous êtes un opérateur, vous pouvez télécharger, on va dire, ou ça va bien même directement chez vous, l'ensemble de ces informations, et ils ne se privent pas de le faire, et avoir l'intégralité de toutes les connexions des gens, pas seulement de la salle, mais d'un pays ou d'un opérateur, de la durée, des types d'applications que vous avez suivies, comment ça s'est passé. Donc pour eux, la question de l'échantillon représentatif, si on a accès à l'ensemble des données, elle n'est plus forcément pertinente, ou en tout cas, elle ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. Donc cette deuxième prétention, celle de l'exhaustivité, c'est aussi un changement majeur. Bon, c'est quand même, comme je l'ai dit, on peut quand même la considérer comme une prétention, ou en tout cas une promesse du big data, mais c'est de dire, mais avec le numérique, avec la traçabilité du numérique, on peut observer les phénomènes tels qu'ils se font, et on n'est pas obligé de les dériver à partir d'un petit sous-ensemble qui en aurait les mêmes caractéristiques. Et puis, le troisième point, mais qui est essentiel, c'est que, bien évidemment, quand on a comme ça cette masse de données, ce qui va être intéressant, ce n'est pas forcément la capacité à pouvoir déduire des hypothèses, mais c'est au contraire voir qu'est-ce qui apparaît de manière corrélée, c'est-à-dire quels sont le type de phénomènes qui vont apparaître sous les mêmes conditions, au même moment, entre guillemets. Et que l'exploitation du big data va passer par l'identification de ces coprésences ou ces corrélations d'un certain nombre de variables. Et c'est ça qui va être l'outil de navigation, on pourrait dire dans un premier temps, dans l'exploitation de l'ensemble de ces données.
c'est aussi un changement très important, parce que qu'est-ce qui passe à la trappe, d'une certaine manière, dans ce type de questionnement? C'est que les rapports de causalité ne sont pas importants pour les entrepreneurs du big data. Ce qui est important, c'est qu'il y a des co-occurrences, des corrélations. Pourquoi elles apparaissent? Dans certains cas, si on veut mieux comprendre le monde, on n'en sait rien en vérité, mais pour certains nombres d'activités, ça peut suffire largement. Et je vous donne simplement un exemple qui est cité d'ailleurs dans un livre assez emblématique justement de 2011 qui s'appelait Big Data, que vous avez ici, qui donne cet exemple-là. Voilà, quelqu'un qui a fait du scrapping, c'est-à-dire qui a retiré toutes les données des voitures d'occasion aux États-Unis. Il a récupéré l'ensemble de ces informations. Il a vu combien étaient vendues les voitures, il a vu quelles étaient les trajectoires de vie de ces voitures, c'est des voitures de 2e, 3e ou 4e. Et avec ça, il voit une corrélation auquel il n'avait jamais pensé, enfin il n'avait même pas de théorie sur pourquoi il faisait ça. Quelle est la corrélation qu'il voit apparaître? C'est que les voitures de couleur orange ont moitié moins de chances de tomber en panne que les voitures d'une autre couleur, peu importe la marque. Pourquoi? Il n'en sait rien. Est-ce que, alors on peut faire des hypothèses, est-ce que les gens qui ont les voitures de cette couleur-là n'osent pas sortir? C'est une hypothèse que je garderai présente à l'esprit, mais c'est pas important. C'est qu'en définitive, ou parce qu'elles sont plus rares, ou parce que c'est une peinture qu'on fait plus, ou je sais pas. Mais c'est pas important, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est bien évidemment, c'est pas tellement de comprendre la société, c'est d'être en capacité d'exploiter une opportunité. Et c'est exploiter cette opportunité, c'est d'acheter les voitures de couleur orange, à la limite de les repeindre dans une autre couleur et de les revendre en sachant qu'il n'aura pas de problème de mécanique avec ses clients, il aura moins de problèmes mécaniques avec ses clients que si c'était des voitures d'une autre couleur. Alors c'est un exemple, mais il y en a beaucoup. Je veux dire, c'est juste un exemple qui montre un peu ce glissement en fait, qui s'opère sur la manière d'appréhender le monde. Est-ce que vraiment j'ai besoin de comprendre les rapports de causalité pour être en capacité d'exploiter le big data et agir sur mon environnement? Voilà un peu aussi ce qui fait rêver les entrepreneurs du big data. Et on le voit aussi, c'est une forme de connaissance assez particulière sur le monde, j'y reviendrai dans un instant, mais où il s'agit d'exploiter des pics d'opportunités sans forcément avoir besoin de comprendre d'où ils viennent. Alors, une autre manière de le décrire, alors ici vous avez des jolies illustrations un peu, comment dire, génériques, mais pour montrer que ce big data est nourri de toutes ces sources d'informations potentielles dans lesquelles l'humain n'est en définitive qu'une petite partie, comme je le disais tout à l'heure. Et on peut d'une certaine manière ici extraire les principales dimensions de cette manière de décrypter des phénomènes qui sont connus, qui sont conçus pour l'action et non l'explication. C'est-à-dire que l'important, c'est d'être en capacité d'agir sur le monde. Vous allez trouver des gens qui vont faire ça pour les billets d'avion, des gens qui vont faire ça pour le prix des billets d'avion qui varie, mais pour les plaques d'égout, pour changer les plaques d'égout, vous pouvez appliquer pour l'entraînement des équipes de foot. Quand l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde au Brésil il y a quelques années, c'était le big data, ou en tout cas, il est découvert, il y a toute une théorie pour expliquer comment l'entraîneur, des fois, changeait les joueurs mais sans aucun indice, parce que le joueur n'était pas fatigué, il ne se plaignait pas, il jouait pas mal, mais parce que l'exploitation massive des données qui avait été initiée dans une université, d'ailleurs, des mois auparavant, lui disait qu'il y avait toutes les chances qu'à la 68e minute, ou je ne sais quoi, tel joueur allait avoir une baisse de régime. Et donc, c'est un autre rapport avec le monde, c'est-à-dire que c'est une prise de décision, bien évidemment, mais qui est basée sur des informations, des corrélations qui ont été tissées dans des univers de données auxquels l'entraîneur n'a pas une capacité d'intelligibilité. Il peut le faire confiance ou pas, il peut se baser là-dessus. Et alors, à cette époque, mais je pense que soit ça s'est généralisé et tout le monde fait ça, soit il y a aussi des limites avec ces débats, mais c'était cette idée-là qu'en définitive, on pouvait comment dire, déléguer une partie de la décision à ce type de réflexion. Et ce qui est important, en définitive, c'est de tester les corrélations en série jusqu'à trouver des résultats statistiquement significatifs. Quand Google a voulu développer des modèles, entre guillemets, pour prédire la trajectoire de la grippe, alors c'est toute une histoire qui a plein de rebondissements, mais si on va à l'essentiel, je veux dire, Google, dans une de ses expériences, Google n'avait pas de modèle de ce que c'est que la maladie, de quels étaient les symptômes. Il regardait la manière dont les gens envoyaient des messages, et ils ont écarté quelques millions de mots qui voulaient rien dire ou qui leur paraissaient insignifiants, puis ils ont gardé les autres, plusieurs millions de termes qu'ils ont gardés. Et le système a généré 450 millions de modèles.
450 millions de modèles. Ces modèles sont rentrés en compétition les uns avec les autres. Et au bout du compte, c'est au bout de plusieurs millions d'interactions et de comparaisons entre ces différents modèles, ils ont retenu l'ensemble de mots-clés qui étaient le plus performants à prédire la trajectoire ou l'apparition de la grippe. Donc c'est aussi une délégation complète. Alors après, on peut convoquer un médecin, on peut lui faire venir, mais ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est que l'expertise, elle vient éventuellement après, si on veut comprendre, mais que la manière de générer en fait les modèles, elle est déléguée, on pourrait dire, à un système de comparaison des corrélations, de compétition des corrélations, pour essayer de trouver celles qui décrivent le mieux ce qui se passe. Donc c'est l'exploitation de grandes tendances, trends, à partir de ces corrélations et qui peuvent des fois mettre ensemble des données auxquelles on ne pense pas. Un collègue qui s'appelle Sami Cole, qui est sociologue, qui a fait son travail de thèse sur les cartes de fidélité dans les grands magasins en Suisse, et il racontait sous forme de l'anecdote que tout d'un coup, je crois que je ne sais plus si c'est la Coop ou la Migros, je voudrais pas, mais tout d'un coup ils exploitaient pas le big data, mais un des spécialistes des données disait c'est assez intéressant, tout d'un coup on a vu qu'il y avait une corrélation entre les clous et les bananes. Les gens qui achetaient des clous achetaient des bananes. On ne sait pas pourquoi, et on ne veut même pas imaginer les scénarios, mais en définitive, on ne sait pas pourquoi ces corrélations apparaissent. Mais est-ce qu'on a besoin, pour agir sur le monde, forcément, de comprendre ça, et ça pose un problème, justement, par rapport à, on va dire, des approches scientifiques. Alors, je continue. Validation du traitement massif par la seule capacité à prédire le comportement à venir, c'est qu'en définitive, la seule métrique du succès de ces méthodes-là, c'est est-ce qu'elles sont bonnes prédictrices de ce qui va se passer, et non pas l'intelligibilité. On abandonne justement ce rapport à une recherche de causalité et en définitive, c'est Dominique Moulier notamment qui parle de ça, en définitive, ce que l'on gagne sur le volume de données et sur la prédiction permet de compenser ce que l'on perd en finesse, en granularité, en observant des cas particuliers. Alors, bien sûr, ça va conduire à un certain nombre de... Voilà, en 2008, le magazine Wired qui va prédire The End of Science de manière assez péremptoire, avec cette idée qu'en définitive, toute notre tradition de composition d'hypothèses, d'exploration, était peut-être une manière, d'après eux, bien évidemment, de faire fausse route, de se poser des questions dans un cadre déjà restreint, parce qu'on va formuler des hypothèses, mais en fonction de ce que l'on sait, et que peut-être le big data, c'est une manière justement de formuler des hypothèses à partir de ce que l'on ne sait pas, de faire émerger des nouvelles possibilités. Donc il y a cette tension qui va se créer, avec des débats assez vifs, justement, et parce qu'à ce moment-là, la promesse du big data est très forte, et elle va, d'une certaine manière, un peu bousculer certaines certitudes. Ça va poser un certain nombre de problèmes, et ça va aussi amener les sciences, en général, les sciences sociales en particulier, à réagir, parce qu'elles sont attaquées de plein fouet. Dans le livre que je mentionnais tout à l'heure, là, de Kukier et Schoenberg, enfin Meyer-Schoenberg, il y a un chapitre pour dire, en définitive, peut-être que les sciences sociales ne servent plus à rien. Parce que maintenant qu'on a le big data, en définitive, on n'aura peut-être plus besoin d'avoir recours à ces connaissances-là. Alors c'est une vision très, très courte, à mon avis, parce que on voit bien, des fois, dans les échanges qu'on peut avoir avec des collègues qui sont experts dans la partie technique, que comprendre un certain nombre de phénomènes sociaux est quand même assez fondamental pour voir ce que les données nous disent, mais bon, c'est une autre question. De la même manière qu'Alex Petland, dans son livre Social Physics, va développer un peu cette même idée, c'est-à-dire qu'en définitive, il y aurait des propriétés physiques du monde social qui seraient justement le fait que vous appartenez et lui, il me prend même le terme de tribes, de tribus, non pas parce que vous avez des affinités culturelles et tout ça, mais parce que vous allez dans les mêmes endroits, aux mêmes heures, et qu'il y aurait des manières de faire collectif qui n'auraient rien à voir avec les catégorisations sociologiques ou psychologiques traditionnelles, en tout cas, ou anthropologiques, mais qui pourraient émerger de cette analyse-là. Alors, ça aussi, ça pose énormément de problèmes. Et puis avec le dernier livre que je mets ici, de cette, comment dire, je l'ai un peu réduite, mais de cette attaque un peu frontale par rapport aux sciences sociales, c'est un livre qui est plus récent là, de Davinovitz sur Everybody Lies. C'est qu'en définitive, c'est dire, c'est bien sympa ces méthodes, que ce soit par sondage ou autrement, où vous demandez l'avis des gens. Mais les gens, ils vous disent ce qu'ils veulent.
définitive, le seul moment où les gens ne mentent pas, c'est quand ils font une recherche sur Google. Je schématise un peu le propos, mais que vous ne comprenez pas. Et qu'en définitive, si vous avez accès à ce que les gens cherchent sur Google, ben vous savez ce qu'ils font vraiment. Là encore, et son livre n'est qu'une longue liste d'analyses de à quoi pensent les hommes, de la manière dont ils pensent aux femmes, au sexe, ou ce que vous voulez, basé non pas sur... Il n'y a aucun entretien de qui que ce soit, mais simplement en regardant ce que les gens vont chercher sur Google ou sur un autre moteur de recherche pour mieux comprendre leur vie. Et ça interpelle quand même les sciences sociales, parce que comment se positionner par rapport à cette manière d'accéder au monde? Est-ce que véritablement toutes les connaissances, toutes les analyses, la finesse des analyses, est-ce qu'elle disparaît là-dedans? Alors c'est un vaste débat qui continue. Alors mon avis, il est assez fait par rapport à ça, mais on va voir apparaître, notamment assez tôt, dès 2011, je mets cette référence de Crawford et de Dana Boyd, qui vont essayer de mettre en avant aussi les limites du big data, ou faire des contre-propositions, et montrer à quel point, je veux dire, une des enjeux, c'est que c'est quand même des dispositifs qui dépendent de plateformes. Et que ces plateformes, elles ont des limites, elles ont des propriétés, et ces propriétés n'ont rien à voir forcément avec le monde social. Le fait que vous laissez une trace avec votre téléphone portable, ça dit assez peu de choses sur pourquoi vous laissez cette trace, dans quel contexte, avec quel espoir. Vous savez même pas si cette trace, elle peut se comparer avec les traces d'un autre individu de la même manière. Enfin voilà, je vais revenir sur ce point-là. Mais donc, il va y avoir une critique qui va être faite assez systématique, mais aussi on pourrait dire sous la pression, menace c'est peut-être un terme un peu fort, mais quand même, de dire oui, mais est-ce qu'il y a une spécificité? Et puis dans un deuxième temps, et on est peut-être dans ce deuxième temps, de regarder comment il y a des formes de collaboration possibles, mais qui déplaceraient peut-être simplement le clivage entre une forme d'arrogance qui serait liée au big data et puis une ouverture d'esprit peut-être des sciences sociales autour de ces questions-là. Alors, c'est quelque chose qui est toujours en construction, en débat, mais c'est aussi, on va dire, peut-être aussi des territoires de disciplines à défendre ou des manières d'envisager le monde qui se jouent là-dessus. Et justement, une des questions que posent Dana Boyd et Crawford, c'est cette question du territoire. En définitive, quand vous utilisez une application, je veux dire, vous n'êtes pas dans un monde sans propriété. Si vous êtes typiquement, si vous faites de la recherche sur les traces laissées par Twitter, vous dépendez de Twitter. Vous dépendez de Twitter parce que Twitter vend très cher ses données, ou l'accès à ces données, pour être plus précis, et Twitter ne donne pas accès à tout. Twitter va faire disparaître un certain nombre de ces informations par rapport à beaucoup d'autres possibilités. Et donc, il faut prendre en considération l'épaisseur de ce monde des données. Et l'épaisseur de ce monde des données nous ramène d'une manière assez drastique à quelque chose qui est assez terre-à-terre. Une première manière de voir ça, c'est une fausse ancienne carte qui date de 2015, qui est une carte, alors vous les devinez à peine, mais c'est les câbles transatlantiques, ou les câbles sous-marins plutôt, et de voir que le monde des données, c'est un monde qui a une épaisseur physique. Il y a des exemples qui illustrent ça. On a vu apparaître il y a quelques années les opérations financières à très haute fréquence. Et en fait, on a pu voir au sud de Manhattan, on voyait des établissements se déplacer. Pourquoi? Pour être plus proche des points d'arrivée des câbles transatlantiques. Pourquoi? Ça leur donnait souvent une pico ou une nano, je ne sais pas quel est le terme exact, seconde d'avantage sur d'autres opérateurs. Et c'est à l'échelle de ces temporalités-là que tout d'un coup, l'aménagement urbain ou l'intérêt qu'avaient certains quartiers de la ville était transformé. Cette épaisseur-là de la matérialité, on pourrait aussi, alors ce n'est pas un point que je vais développer ici aujourd'hui, mais on pourrait aussi le voir à travers le poids environnemental qui est lié au stockage de ces données, à ceux qui ont la capacité de le faire et ceux qui ne l'ont pas. Vous avez sans doute entendu parler de Bitcoin et l'exploitation à grande échelle. C'est quelque chose, mais qui est d'une extraordinaire voracité en termes d'énergie, et que l'empreinte environnementale du big data, elle est énorme. On parle de quelque chose qui est à l'échelle de pays. Et donc, je veux dire, le réel rattrape aussi le virtuel des données, si on peut schématiser aussi ça comme ça. Donc, ce serait le premier niveau. Il y a une infrastructure technique qui a aussi une histoire. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça, mais il y a des histoires fascinantes sur la manière qu'on a de sans cesse réinventer en fait des dispositifs qui existaient déjà. Il y a, au-delà du niveau de l'infrastructure physique, il y a aussi l'infrastructure des logiques de transmission.
Vous avez peut-être entendu parler du débat autour de la net neutrality, la manière dont les informations vont circuler ou pas. Ben, voilà, typiquement, ce n'est pas le seul, mais un exemple de comment des aspects juridiques, légaux, vont permettre ou pas la circulation de certaines données, ou à quelle vitesse, ou à quels éléments. Alors, je ne dis pas que ça influence forcément la constitution de la base de données de telle ou telle entreprise, mais si vous avez besoin d'exploiter certains types d'informations, ben, tout d'un coup, avec les nouvelles réglementations européennes, vous voyez qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, et que là aussi, la territorialité des nations, des systèmes juridiques, dont les grands opérateurs du web ont fait peu de cas pendant justement la période qui va du début des années 2000 jusqu'à il y a quelques années, ben, elle commence à reprendre aussi ses forces, avec aussi des enjeux de contrôle, voire de censure des informations. Donc ça, c'est aussi un autre niveau de cette territorialité. Et on peut parler véritablement de géopolitique des données, c'est l'article que je donnais en citation, quand l'Europe s'est rendue compte que justement tous ces citoyens, dans leur grande majorité, utilisaient les moteurs de recherche qui envoyaient leurs informations aux États-Unis, quand on a découvert que pour envoyer l'email d'un endroit à l'autre de l'Allemagne, il passait de nouveau par les États-Unis ou par d'autres pays, toute la question de la territorialité, mais du droit de regard, et aussi, on pourrait dire, de la propriété de ces données personnelles, mais à l'échelle d'un pays, tout d'un coup, c'est des choses qui ont pris une réalité dans les agendas politiques et qui interrogent et qui continuent à interroger les organisations internationales. Alors ici, vous avez un remake de la carte de Game of Thrones, mais où les grandes puissances ont été remplacées par les GAFA pour montrer aussi que quand vous vous intéressez au big data, très vite vous vous trouvez confronté aussi à des écosystèmes, parce que bien sûr il y a des données scientifiques qui sont partagées dans un monde ouvert, bien sûr il y a des opérateurs qui peuvent donner accès, soit au travers des API, soit vraiment de manière encore plus libre à leurs informations, mais la plupart du temps vous devez rentrer dans les conditions d'utilisation de chacune de ces infrastructures. Et alors j'ai plus la référence en tête, mais je me rappelle même d'un article scientifique qui montrait comment certains résultats qui avaient été faits sur des recherches sur les maladies cardiaques avaient un problème de biais, parce que l'enquête avait été très bien faite, mais simplement ils avaient utilisé une application qui était accessible que sur iOS, c'est-à-dire le système Apple, et donc c'était que des utilisateurs d'iPhone. Et même si toute l'enquête avait été bien faite, la démographie des utilisateurs d'iPhone n'est pas du tout la même démographie que les utilisateurs de smartphones en général, et d'Android notamment, et qu'il y avait une surreprésentation de certaines catégories sociales, et que, en définitive, l'enquête n'a pu se déployer que dans cette plateforme-là, mais elle embarquait avec elle, cette enquête, les spécificités de cette plateforme, et c'est une chose de demander l'autorisation à un opérateur, comme je le disais par rapport à Twitter, mais le demander à plusieurs opérateurs pour être capable d'avoir un dataset qui prendrait à la fois des choses qui viennent d'Apple, de Google, de Facebook, soit vous avez énormément de ressources financières, ou vous êtes une agence gouvernementale qui a beaucoup de pouvoir, c'est peut-être une autre possibilité, mais c'est quelque chose qui échappe quand même au commun des mortels, et surtout, toutes ces recherches-là, elles dessinent quand même un paysage très structuré on pourrait dire, de continents, où en tout cas il y a des baronnies. C'est pas pour rien qu'on compare maintenant, pour refiler la métaphore du pétrole, quand on parle des GAFA, ou en tout cas des propriétaires des GAFA, on se demande s'ils ne se comportent pas comme les barons voleurs du 19e siècle, c'est-à-dire si tout d'un coup, de leur position dominante, justement par rapport à la maîtrise des données, est-ce qu'ils ne s'arrogent pas des monopoles ou des capacités d'action sur le monde qui sont complètement disproportionnées, on va dire, par rapport aux besoins même de la société ou aux besoins économiques, sociaux de la société. Donc ça pose cette question-là. Là aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter pendant longtemps, regarder les petits royaumes qui sont constitués, un certain nombre ont déjà disparu, d'autres s'agrandissent, d'autres convergent, etc., etc. Mais il y a aussi une géo... Quand Facebook rachète Instagram, et qui est devenu un des réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes, c'est à la fois une annexion, on pourrait dire, d'un autre continent de données qu'ils vont pouvoir intégrer à leur flux de données. C'est aussi le fait qu'ils se sont rendus compte, en achetant Instagram et WhatsApp, que peut-être les plus jeunes utilisateurs étaient en train de quitter Facebook, mais qui voulaient regarder ces utilisateurs dans leur set de données, et que de le faire, ça coûte beaucoup d'argent, mais ça permet justement d'agréger ces informations et de garder les gens à l'intérieur de ces systèmes. Et vous pouvez analyser
les stratégies de ces opérateurs-là en voyant quels sont les efforts qu'ils déploient pour faire en sorte que les gens ne quittent jamais leur univers de données, enfin l'univers dans lequel ils vont fournir des données à l'opérateur. Et puis encore une autre échelle, celle des attentions collectives, conjointes plutôt, des attentions conjointes, c'est-à-dire que justement, en dépassant les plateformes qu'on a pu évoquer jusqu'ici, il y a des outils quand même pour essayer de voir ce qui se passe. Alors ça, c'est très récent, hein, ça date d'il y a une semaine à peine. C'est un article dans le New York Times. Qu'est-ce qu'a fait cet article dans le New York Times? Il a pris, alors là vous voyez qu'une toute petite partie hein, d'une énorme cartographie. C'est quelqu'un qui, dans un réseau social, a dit job, not mob, pour soutenir Donald Trump, c'est-à-dire du travail, pas des mobs, c'est plutôt on pourrait dire de la racaille, c'est un peu terrible, qui est devenu un espèce de leitmotiv de la campagne qui s'est terminée hier au soir. Hein. Et ce qu'a fait le New York Times, c'est d'essayer de tracer tous les moments où justement ce terme a été repris. Comment, et là, ici c'est le 20 octobre, là c'était le 19 octobre, donc ça va dans l'autre sens, c'est pas une flèche comme ça, mais c'est une autre échelle du big data, c'est le big data qui se constituerait, mais de manière transversale, c'est-à-dire qui ne serait pas à l'intérieur d'une seule plateforme, mais qui se déploierait, je veux dire, en temps quasi réel sur ces attentions convergentes. Et avec des collègues à l'université, on s'intéresse beaucoup à ce phénomène-là, c'est-à-dire comment être capable de lire ce qui est en train de se passer à ces échelles. Mais pour revenir peut-être à la question des hiérarchies, on voit des distinctions que l'on peut faire qui me paraissent importantes. Les hiérarchies du big data, ce serait une première distinction, alors qui est un peu, un peu caricaturale, mais quand même qui place un peu les choses. Hein. C'est-à-dire ceux qui génèrent les données de manière volontaire ou en laissant simplement des traces. Hein. Nous générons tous des données. Il y a ceux qui possèdent les moyens de les collecter. Il y a ceux qui, et donc de manière native ou par acquisition, parce qu'ils ont les moyens de les acheter. Il y a ceux encore qui ont les compétences pour les analyser, expertise et savoir-faire, et il y a ceux qui sont en capacité d'agir avec elles. Alors c'est des catégories non exclusives, hein, bien évidemment, vous pouvez cumuler, mais la plupart du temps, nous ne nous trouvons pas dans l'ensemble de ces dimensions. Et la plupart d'entre nous, nous sommes que dans la première catégorie, un petit nombre dans la seconde, où il faut avoir certains moyens, et puis peut-être que dans les autres catégories, ça pose aussi des questions, des échelles peut-être pas géographiques, mais des échelles, on pourrait presque dire, de pouvoir ou de pouvoir d'action sur le big data. En tout cas, c'est une manière de penser ces enjeux. Et puis, alors, je vais aller forcément, malheureusement, un peu vite sur ce point-là, mais ce qui est important quand même à souligner par rapport à la question du traitement des big data, c'est tout d'un coup l'importance qu'a pris le traitement automatisé, on va dire, de ces informations. Un peu à l'exemple de ce que je donnais par rapport à Google, maintenant, le développement de l'intelligence artificielle se base sur la capacité que ces systèmes ont d'apprendre par eux-mêmes à tirer des conclusions d'une masse d'informations. Alors, on pourrait multiplier ici les exemples, que ce soit la reconnaissance du visage. Je voyais dans le journal aujourd'hui qu'avec fierté, on nous annonçait un nouveau système qui nous permettait, quand on allait à la frontière, il allait lire notre visage et en fonction de nos expressions, avec des milliers de points de référence, savoir si on mentait ou pas. Et en fonction de ça, on pouvait aller très vite au boarding, ou au contraire, on nous amenait dans une salle où on allait poser 2-3 questions, mais qu'il y avait des petits problèmes parce que pour les gens de couleur et les femmes, le système était un peu moins performant, mais que ça allait bien sûr s'arranger. Donc, voilà. Mais ces systèmes-là, il n'y a pas d'opérateur humain qui va mettre des critères. C'est en exploitant des gisements de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers, voire dizaines de millions de données, qu'il se construit petit à petit sa base de connaissances et sa capacité à décrire, que ce soit pour identifier des personnes sur une image, que ce soit justement les caractéristiques qui seraient celles de l'émotion et tout ça. Et donc ces systèmes-là, ils sont intéressants parce qu'il y a quand même un glissement entre, si on a une petite nostalgie du web social du début des années 2000, où on parlait beaucoup justement du web social, de ces dimensions collaboratives, où on était tous en train de nourrir Wikipédia, ce qu'on peut continuer à faire, bien évidemment, mais c'était presque un Internet qui nous était présenté comme à échelle humaine. Et là apparaît une autre forme de l'Internet, ou en tout cas d'exploitation des données que nous générons, ou dans lequel l'humain, à la limite, il n'a plus pas besoin d'être conscient, il n'a même plus besoin de contribuer au sens explicite du terme. Il peut simplement générer des données et on s'occupera de l'interprétation de ces données pour un certain nombre de choses.
Et c'est tellement... Alors, c'est intéressant parce que ça pose un certain nombre de problèmes pour quand même, comment dire, pour l'exploitation de ces données. Vous avez plusieurs exemples. Ici, c'est comment dire, les granularités ou les aspérités du social. C'est une tentative de déployer une intelligence artificielle qu'avait fait Microsoft, qui a duré une journée, parce qu'elle était censée apprendre justement des échanges sur les réseaux sociaux, et elle est devenue raciste, misogyne en moins de 24 heures, parce qu'elle avait, je vais dire, exploité l'essentiel de ce que l'on trouve dans les commentaires des réseaux sociaux, et malheureusement, c'est pas forcément la part la plus noble des échanges qu'on y trouve. Alors, ça, c'est l'histoire un peu générale. La réalité, c'est qu'il y avait une fonction aussi de ventriloquisme qui permettait à certains internautes de se faire passer pour TIA alors qu'ils étaient eux-mêmes des internautes. Mais tout ça nous laisse un peu dubitatifs à plusieurs échelles, mais notamment, c'est de croire que le web social, les réseaux sociaux, c'est un endroit où on apprend à communiquer avec les gens, avec interagir, ou peut-être que c'est là qu'une intelligence artificielle pourrait apprendre à mieux nous connaître. Et ce qui est presque un fantasme, on pourrait dire, issu du big data, c'est que en déployant ces intelligences dans un univers de données produit par des humains, elles deviendraient humaines. Ben non, elles deviennent le miroir de notre manière d'utiliser les réseaux sociaux, qui est justement biaisé, enflammé, détourné, etc., etc. C'est à tel point vrai, d'ailleurs, que lors de toutes les élections, maintenant, on se pose la question de savoir quelle est la part, parmi les milliers de messages qui circulent, de tweets et de réseaux sociaux, quelle est la part d'humains. On sait qu'entre 7 et 15% pour les estimations les plus basses, des comptes Twitter sont des comptes de robots. Mais est-ce que ces données, elles sont séparées des données générées par les humains quand les opérateurs du big data font des analyses et quels critères? Ici, vous avez l'exemple du DARPA Twitter Bot Challenge, où c'est justement un département de la défense qui a lancé, je ne sais plus combien, une dizaine d'équipes de chercheurs. Quelle est la meilleure technique pour séparer les humains des robots? Avec des questions fascinantes, parce qu'on se retrouve avec des catégories que je trouve extraordinaires. C'est que bien sûr, vous avez des robots, enfin, vous avez des humains qui se comportent comme des humains, vous avez des robots qui se comportent comme des robots qu'on peut écarter, et des robots qui se comportent comme des humains, et ceux-là, ils sont un peu compliqués à écarter. Et puis, vous avez un drame dont on ne parle jamais, c'est les humains qui se comportent comme des robots. Et les utilisateurs d'Instagram, de Twitter, il y en a nombreux qui se sont vus exclure du dispositif. Pourquoi? Parce qu'à l'aune des traces qu'ils avaient laissées, on les suspectait d'être des robots. Et tout d'un coup, c'est des gens qui doivent faire preuve de leur humanité dans les réseaux sociaux pour que voilà. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, dans une espèce de retournement de situation dans lequel les données nous exigent un certain nombre de choses. Alors il y a plein de transformations aussi, hein, je veux dire. Là, je passe très rapidement parce que le temps avance, mais quand vous exploitez des données qui viennent de Facebook, vous êtes dans un univers de renforcement positif. Tout ce qu'a fait Facebook, et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais créé le bouton dislike, c'est qu'ils veulent que les gens soient positifs. Alors bien sûr, ils ne le sont pas dans la pratique, mais dans la manière de valider les choses, enfin, il y a plein d'exemples terribles. Hein. Avec une collègue historienne, on a travaillé sur la manière dont le musée d'Auschwitz avait utilisé Facebook, quand ils leur ont fait la demande pour que les gens puissent ne pas liker le mémorial de la Shoah. Facebook a dit non, nous, le bouton c'est like. Disons que voilà, donc là, ils ont commencé à modifier, ils ont rajouté des emojis, mais qu'est-ce que ça veut dire extraire des données? Et là, je ne peux même pas entrer dans les expérimentations que fait Facebook, ça nous amènerait trop loin. Mais aussi, alors ça c'est un peu humoristique, mais ça a quand même été calculé, le moment où les données sur les réseaux sociaux, la part des morts sera plus importante que la part des vivants. Il y a plusieurs millions maintenant, enfin sûrement une dizaine de millions de personnes par année qui meurent, mais leurs données restent là. Certains comptes même continuent à être activés. Comment ça se passe? Enfin, c'est des petits échantillons de type de questions qu'on peut se poser quand on regarde le big data, en tout cas le big data social. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est tellement compliqué qu'en définitive, il y a toute une nouvelle catégorie de professions qui sont apparues. Ici, vous avez une entreprise aux États-Unis qui, d'une certaine manière, répond à une demande. Vous avez des intelligences artificielles qui doivent exploiter des bases de données, doivent apprendre dans des bases de données massives, mais c'est trop messy, c'est trop brouillon, ça va dans tous les sens et tout ça. Non, alors nous, on va produire des images qui seront propices à l'apprentissage des machines. Et pour produire ça, ils vont payer des gens, quelques poussières de centimes, à faire des vidéos. Il y a des gens qui vont aller dans un supermarché, acheter du lait tout en se filmant, aller à la caisse, et puis voilà, et puis il y a 1000 personnes qui font ça, et ça fera partie d'un dataset qui va permettre des apprentissages par la machine. Ici, il y a quelqu'un qui boit une tasse de thé, enfin tout ça est chorégraphié.
Et donc, ce qui est vendu, c'est des dizaines d'heures, par des centaines, des milliers d'heures d'humains qui font des gestes d'une certaine manière afin que les intelligences artificielles soient capables d'exploiter ces données et l'associer à des sets de données, traiter des sets de données du big data. Et ça pose aussi, alors justement, toutes ces questions de notre place. Et ça, c'est un exemple que j'adore, mais qui est un peu terrible. Voilà, ici, c'est un Google Car avec tous ces enfants c'est Halloween. Et on a demandé à des parents d'amener leurs enfants déguisés devant le Google Car. Pourquoi ? Pour que le système soit capable de reconnaître des humains qui n'ont pas une forme d'humain. Parce que dans l'apprentissage qu'ils doivent faire, le véhicule doit faire de son environnement une fois qu'il sera en mode automatisé, ben la question va être de savoir, dans la masse des informations qu'il va traiter, quelles sont celles qui sont les plus importantes à préserver. Et ben justement, un enfant, déguisé ou pas, c'est sans doute quelque chose qui est très important à faire attention quand on est un véhicule automatisé, mais justement, quelles sont les formes légitimes de l'enfant déguisé. Et donc ici, on a presque une autre métaphore de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est à quel point on doit aussi presque négocier les spécificités de son existence dans des systèmes qui commencent à traiter massivement des données pour notre société. Et alors ça nous amène à beaucoup de questions. C'est comment justement l'ensemble de ces exploitations des bases de données massives que peuvent faire les opérateurs, je ne sais pas, Netflix, Facebook, Amazon, ce que vous pouvez imaginer, comment elles sont réinjectées dans l'analyse du comportement des personnes, des clients, des vendeurs, dans la manière de leur proposer des services, de les inciter à faire certaines choses avec tout le débat sur le quantified self. Ce n'est pas tellement la manière de la masse des données qu'on va générer, mais c'est comment ces données vont être éventuellement couplées avec des systèmes qui vont détecter chez certaines personnes peut-être la propension à avoir certains problèmes, soit, ce qui est très positif, mais comment de manière prédictive, il y aura peut-être des incitations à faire certaines choses, pour ne pas dire des obligations, et à quel moment on ne sera pas astreint à faire, alors ce n'est pas ce que fait cette compagnie d'assurance, mais tout d'un coup à faire 20 000 pas par jour pour obtenir le premium le plus bas, la prime la plus basse de notre police d'assurance maladie. Alors on peut dire c'est super, c'est une manière de minimiser les coûts de la santé en faisant faire de l'exercice à tout le monde. Mais à quel moment, j'allais dire, le choix de l'utilisateur n'est pas écrasé dans cette compilation d'informations à grande échelle. Et c'est déjà aussi des biais des algorithmes. Alors, ce n'est pas forcément du big data, mais il y a des débats aux États-Unis, notamment sur les systèmes qui tentent de... Enfin, si, c'est du big data, mais avec un petit set de questions. Mais des algorithmes qui essayent de prédire la propension à la récidive de personnes qui ont été en prison, mais on a vu apparaître des biais assez importants en fonction de l'ethnie justement des personnes. Alors ça peut s'expliquer, là on ne peut pas le dire rapidement comme ça, mais il y a tout un ensemble qui n'est pas forcément de la manipulation au sens où quelqu'un a vraiment envie de manipuler. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est en additionnant un certain nombre de facteurs, et des fois il y en a des milliers, on va produire des effets qui peuvent être des effets marginalisants, qui peuvent être des effets délétères, et surtout, alors j'y reviendrai dans une seconde, mais surtout, et c'est pour ça que j'ai mis ces 3 livres-là, un qui s'appelle The Black Box Society, Overcomplicated, et l'autre qui s'appelle The Glass Cage, qui, alors d'une manière plus ou moins, c'est pas forcément des travaux de recherche, mais qui se pose cette question, mais en définitive, quelle est notre capacité à lire, à être capable d'être acteur dans ce monde de prise de décision automatisée? Comment nous, alors là, en tant qu'humains, on arrive à vivre dans un monde qui serait, ou dans lequel les big data se déploieraient, avec cet enjeu qui est, d'après moi, fondamental, et qui est le sous-titre, c'est le passage des traces du collectif, c'est-à-dire que nous laissons des traces, et à la limite, en termes de société, nous laissons des traces, collectivement des traces de ce collectif-là, à une inversion qui est fondamentale. C'est qu'en fait, la plupart de ces algorithmes vont identifier des corrélations, vont dire si vous avez tel type de comportement, si vous avez fait telle chose à tel âge, etc., vous faites sans doute partie de la catégorie des gens qui ont de la chance d'avoir des problèmes avec la justice dans les 5 ans à venir. C'est ça les corrélations. Et alors, bien évidemment, dit comme ça paraît bête et complètement, on pourrait dire, illégitime, mais certains de ces systèmes fonctionnent véritablement sur les termes que je viens de dire. Et que tout d'un coup, on se trouve astreint à appartenir à un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, mais avec qui on a en commun d'avoir les mêmes types de traces et de produire le même type de corrélation. Et ça pose, à mon avis en tout cas, des enjeux assez fondamentaux pour les sciences sociales et les sciences humaines.
Et puis alors, voilà, pour un peu concrètement ce que ça veut dire, on voit apparaître, ça c'est un livre de 2017 que je trouve intéressant, on voit apparaître les premières ethnographies aussi, de voir comment concrètement dans le vécu des gens, qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans un monde du big data. D'ailleurs, pour montrer aussi que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis des effets du big data. Souvent, dans le cas américain, c'est déjà des gens qui sont en très forte fragilité sociale, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe, parce qu'ils ont des problèmes avec la justice. Ces gens-là, chaque fois qu'il faut une requête, chaque fois qu'ils rentrent dans une institution, ils doivent répondre à des questions. Et dont le système américain, qui n'est pas notre système, mais voilà, ces informations, elles sont souvent compilées. Et il y a des systèmes de prise à la décision pour savoir qui a le droit de telle prime, qui a le droit à telle prestation, basés sur des fois des centaines ou des milliers de paramètres, mais où on voit apparaître 17 catégories différentes de SDF, on voit apparaître. Et la raison pour laquelle les gens sont dans ces catégories plutôt qu'une autre, il n'y a aucun agent, aucun agent de l'assistance sociale ou agent de l'administration publique qui est capable de leur expliquer. Il pourrait identifier, parce que justement, l'ensemble de ces calculs n'est pas explicité, parce que l'ensemble de ces calculs dépend d'une des boîtes noires, à l'heure actuelle, d'une des boîtes noires qui est ces logiques algorithmiques, et ça pose quand même, vivre dans un monde de big data en tant qu'utilisateur final ou citoyen lambda, c'est quand même se trouver... à sans cesse se poser la question de l'équité du traitement que l'on subit, soit dans un algorithme, mais surtout par les multiples algorithmes. Ici aussi, on a déjà de nombreuses expériences. Alors, je vais conclure maintenant simplement en disant, enfin en ouvrant quelques points, mais qui sont vraiment plus des invitations à la réflexion. Le premier, c'est une évidence que j'ai peut-être un peu trop scandé à différentes reprises, c'est l'expansion du domaine du traçable et de la production. C'est une extension du domaine du traçable, c'est une évidence, mais je pense qu'il faudrait simultanément et avec la même énergie identifier aussi quelles sont les tâches aveugles que produisent ces systèmes. Et avec une question, alors j'utilise une métaphore un peu simpliste, mais on sait que si votre entreprise, vous êtes un petit entrepreneur indépendant et tout d'un coup votre entreprise passe de la page 1 à la page 3 des résultats Google, votre commerce y périclite. Je veux dire, ce que je veux dire par là, que ce qui n'est pas mis en données, alors là c'est mis en données, mais c'est traité de manière hiérarchisée vers le bas, mais ce qui n'est pas mis en données, est-ce que c'est considéré ? Dans un système où les prises de décision sont basées sur des traces numériques, qu'advient-il des gens, ou des collectifs, des situations, des phénomènes qui ne laissent pas de traces de données ? Est-ce que ça devient l'impensé de nos sociétés ? À la même manière que les statistiques que j'évoquais tout à l'heure construisent peut-être une vision de la société, peut-être que les big data, elles participent à construire une vision, mais qui peut avoir justement des phénomènes de tâches aveugles auxquels il faudrait sans doute être attentif. Pour revenir à la thématique quand même aussi, pour conclure des échelles, ce qui est fascinant par rapport au big data, c'est de voir comment à un moment donné, à un moment précis, l'ensemble de plusieurs milliers, voire de millions d'interactions peuvent venir documenter ce que je suis en train de faire, offrir des possibilités ou les restreindre. Comment ce qui se joue à des échelles des fois continentales, mondiales, régionales, peut être injecté dans mon interaction avec un système. Et c'est un pouvoir de convocation extraordinaire du local et du global que permettent aussi les big data, et ça pose aussi ces enjeux-là. Et puis, je ne reviens pas sur ce point, mais quand même, quelles sont les formes d'intelligibilité ? C'est pas si anodin que ça, c'est d'une complexité folle. Si vous demandez aux ingénieurs de Google comment fonctionne leur algorithme du moteur de recherche, ils ne savent pas. Parce qu'il n'y a personne qui a vision d'ensemble. Et ils savent qu'ils vont faire très attention de toucher à quelques variables, mais avec beaucoup de précautions. Parce qu'ils ne savent pas même les ramifications que peuvent avoir les modifications, et il faut vraiment observer ce que l'on fait. Donc on est dans un monde de cette complexité-là, même pour les ingénieurs qui sont censés en détenir les compétences nécessaires. Mais qu'est-ce que ça dit du commun des mortels qui n'a pas le début de ces compétences-là, et que nous sommes tous, j'allais dire, jusqu'à un certain point. Ce qui pose en définitive, et c'est pour conclure sur cette question des échelles, en voyant les effets du big data, moi je suis sans cesse ramené à la question à hauteur de vue humaine ou à l'échelle humaine, c'est comment vivre avec le big data en restant dans cette échelle humaine. Et ça, je pense que c'est un challenge assez intéressant pour les années à venir. Et je vous remercie pour votre attention.